Bienvenue à Compte Complet, notre balado hebdomadaire dans le monde du baseball. Alain Huseron en compagnie de Marc Griffin. Et on va commencer l'émission avec un invité. Les séries mondiales universitaires américaines ont commencé la semaine dernière au cours du dernier week-end. Il y a un Québécois qui est là. On parle de la série mondiale de première division. C'est un tournoi extrêmement relevé. Et c'est l'Université de la Virginie qui est un représentant du Québec. Et on va l'accueillir tout de suite. On va lui souhaiter la bienvenue. C'est Marc-Antoine Lebreu qui est à Omaha où se déroule annuellement cette série mondiale. D'abord, merci beaucoup en plein milieu du tournoi de prendre le temps de nous parler, Marc-Antoine, qui est dans sa chambre d'hôtel à Omaha. La première question que j'ai à te poser, tu es issu du Québec, du programme québécois. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton cheminement à partir du moment du secondaire et par la suite, comment tu en es venu à l'Université de la Virginie, qui est quand même un programme important en baseball. Oui, premièrement, merci beaucoup de m'avoir sur l'émission. C'est vraiment apprécié. Puis, mon parcours, j'ai commencé après le secondaire 5, j'ai décidé d'aller avec l'Académie de Baseball Canada, avec Robert Fatal qui était là. Puis c'était la première année que le programme il était. L'ABC ça faisait un bout que c'était là avant, mais c'était la première année que on faisait des gros tournois à l'extérieur, puis des trucs comme ça, vraiment pour se faire voir par les collèges, puis des choses comme ça. Puis honnêtement, j'ai toujours voulu aller jouer aux États-Unis, mais je savais pas comment, je savais pas genre ce qui allait se passer, puis des trucs comme ça. Puis il y a une journée, je m'en rappelle, un de mes bons amis, Arthur Bookman, il avait déjà signé à Seminole State College en Oklahoma, puis Robert Fatal, il m'avait appelé dans son bureau, puis il m'avait dit que la même école recherchait un joueur de champ parce que l'année d'avant, Jonathan Lacroix, il était là, puis il y avait des bonnes chances de se faire repêcher, puis des trucs comme ça. Puis moi, je savais que c'était une bonne école. Il y avait Taureau, Pelletier, Lacroix avant que je connaissais, qui avait été là, puis je me suis dit que ça allait être une bonne école, puis ils m'ont dit que ça allait être très dur parce que là-bas, c'est la manière qu'ils opèrent, c'est un peu différent. C'est vraiment dur. Ils sont durs sur les joueurs. Puis ça, j'avais pas peur, mais ça allait être différent. Je savais, moi, je parlais pas vraiment anglais, puis des trucs comme ça. Puis, mais tu sais, je me suis dit que c'était une expérience à vivre, puis j'ai décidé de le faire. Fait que je suis allé en Oklahoma. Puis le soir, avant de partir, j'ai reçu un texte de Robert Fatal qui me disait que j'allais me faire appeler par Greg Hamilton juste le jour avant que je partais à l'avion. C'était comme 11 heures le soir, puis j'étais pas capable de dormir parce que je suis un peu stressé, honnêtement. Puis j'ai reçu un appel de Greg, puis il m'a invité au dernier camp avec Team Canada. Puis ça, c'était comme mon rêve. Ça faisait 2 ans que j'essayais, puis c'était jamais arrivé. Puis je l'avais sorti de ma tête, là, tu sais, j'étais pas déçu rien. Puis il m'a appelé, puis j'étais comme, wow, c'est fou, ça, pareil. Puis j'ai réveillé mon père, puis mon père, il dormait, puis il était comme, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il disait, va te coucher, là. Puis là, c'est bon, je vais aller me coucher. Puis j'ai pas réussi à dormir vraiment. Puis j'ai fait une semaine. Je suis arrivé à Seminole State. Puis il a fallu. Moi puis Arthur, les deux, on était sur Team Canada. Puis euh, on a juste fait une semaine d'école. Puis après ça, on a dû retourner à Toronto par avion. Fait que j'ai manqué le premier mois d'école. Fait c'est quand même dur. C'était dur pour moi quand même m'adapter au début. De un, je parlais pas vraiment anglais. Puis de deux, en Oklahoma, c'est différent un peu, là. J'imagine, là, je suis un peu plus au nord, là, Virginia, puis c'est vraiment deux mondes différents. Puis j'ai dû m'adapter, tu sais, l'équipe là-bas, ça avait fait, ils étaient déjà tous des bons amis, puis des trucs comme ça. Puis moi, puis Archie, on est arrivé un mois et demi après que tout le monde avait commencé
à pratiquer, à jouer des parties puis tout. Puis mais je me suis vraiment bien adapté. J'ai appris l'anglais étonnamment assez rapidement. Puis j'ai fait j'ai fait mon premier fall là-bas. C'était dur. Physiquement, c'était dur. J'étais 155 livres, je pense. J'étais vraiment maigre puis petit quand je suis arrivé là. Puis je suis ressorti après ma première année avec 20 livres de plus. Tu sais, on s'entraînait tous les jours intensément, puis c'était des trucs que j'avais jamais fait dans ma vie. Puis je suis vraiment content que j'aille passer là parce que il y a plusieurs gens, il y a plusieurs joueurs maintenant qui veulent aller direct à l'université. Puis c'est bien correct. Mais moi, je suis vraiment content que j'aie été là avant. Ça m'a donné de la maturité physiquement puis mentalement aussi. J'ai découvert des affaires sur moi que je savais pas que j'étais capable de un, puis que je suis juste devenu plus mature. Puis j'ai fait ma première année là-bas. Puis je savais pas encore ce que je voulais faire. J'ai eu une bonne première année en freshman. Je jouais régulièrement, puis je savais pas ce que je voulais faire. Je savais que j'allais revenir l'année d'après, mais je savais pas après. Tu sais, j'ai toujours voulu jouer professionnel, fait que je savais pas euh, si je voulais aller à l'université ou bien tout de suite me faire repêcher. Puis je savais que l'université, tu sais, ça coûte cher souvent. Là. Il y a beaucoup de monde là, tu sais, ici. Ici, ils ont beaucoup d'argent puis des trucs comme ça, fait que ça leur dérange pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Il y a moins de monde qui vont au junior college aux États-Unis. Ils vont tout directement à l'université. Puis, ben, moi, je savais pas encore ce que je voulais faire. Puis ma deuxième année, bien, toutes les universités, c'est toujours dans le fall qui viennent recruter des joueurs des junior college ou high school. Puis, ben, moi, j'ai eu la chance on avait notre scout day ma deuxième année dans le fall. Puis, Virginia, il était venu voir un de mes pitchers. C'était le pitching coach de Virginia qui était à mon école. Puis j'ai vraiment bien fait là. Au Scout Day, je pense que c'était 4 en 4, des trucs comme ça. Puis je me rappelle, j'ai frappé un trip ma dernière présence. Puis on était juste genre en sixième manche, je pense, quelque chose comme ça. Puis mon coach au troisième but, dès que j'ai frappé mon trip, mon coach au troisième but, il m'a dit, t'aimerais ça aller à l'université de Virginia? Puis là, j'étais comme, ben oui, je vais pas te dire non, c'est sûr. Puis là, il m'a dit, OK, ben, je vais te sortir de la game tout de suite. Puis là, j'étais comme, ah, bon, OK. Puis il m'a dit, va-t'en dans la chambre, puis check ton sel, puis il est censé t'avoir envoyé un texte parce qu'il était déjà parti, vu il avait vu mon lanceur lancer, puis là, j'étais comme, OK, c'est bon. Puis là, j'ai pris mon sel, puis il m'a appelé directement, puis il m'a dit, envoie-moi tes notes d'école. Puis là, j'étais comme, oh, OK, c'est rapide, c'est rapide. Puis honnêtement, ça s'est passé en une semaine. J'ai j'avais pas d'autres écoles qui me parlaient vraiment avant. Puis je trouvais ça pas long, mais il y a beaucoup de monde parce que moi c'était à l'Halloween environ. Là. C'était le 31 octobre, puis ça s'est passé la dernière semaine d'octobre, la première semaine de novembre, c'était quand ils m'ont parlé environ. Puis c'est pas tard, mais j'avais beaucoup de gars dans mon équipe qui se faisaient parler avant ça. Puis là, je parlais à mes coachs, puis ils me disaient je sais pas pourquoi, il y en a pas vraiment qui me parlent. Puis là, ils me disaient ça va venir, ça va venir. Puis ils disaient tout le temps que c'est toujours un école qui va te parler. Puis après ça, il y en a plein qui vont te parler. Puis j'étais comme OK. Puis c'est vrai, si j'ai un conseil à dire aux autres qui attendent ou des trucs comme ça, c'est que ça va venir. Ça va venir un jour, ça c'est sûr. Puis dès qu'il y en a une, ça va venir après parce qu'ils se parlent. J'ai compris que les écoles
ça se parle, puis c'est toujours ils ont toujours des connexions entre eux autres. Puis là, il y a quelqu'un qui veut un joueur, fait que là, il y a une autre école qui. Je sais pas trop comment ça marche, parce que c'est ça que mes coachs m'ont dit, puis c'est vrai, parce que j'en ai eu plein d'autres après, mais ça s'est passé en une semaine. Ils m'ont donné un vol, puis là, je suis allé en visite 2 jours après qu'ils soient venus à mon école me voir jouer, puis j'ai décidé de. C'était incroyable, là, le campus, puis ils m'ont fait vraiment une belle accueil, des trucs comme ça. Puis j'ai décidé de. J'ai commit quand j'étais là-bas. J'ai même pas attendu d'aller voir les autres écoles, là. J'ai vraiment aimé ça ici. Puis c'est comme ça que ça s'est passé. Puis après ça, j'ai joué ma saison. J'ai eu une bonne saison encore. Puis ben, j'ai décidé de quand même venir ici. Puis je regrette aucunement. Tu sais, c'est incroyable. On savait que mon école à Virginia, on n'était pas. On a gagné en 2015 le National. On l'a gagné au complet. Puis en 2000, la dernière fois qu'on a fait le tournoi Regionals, c'était en 2017. Les 2018 ou 2016, je ne me rappelle plus. Les 3 dernières années, on ne l'avait pas fait. Aucunement. Puis c'était pour un programme de haute qualité là, qu'on était, c'était dur. Là. Puis on avait l'équipe l'année passée. On avait bien commencé. Là. On était 14 victoires, 4 défaites. Puis on savait là, qu'on avait une bonne équipe. Puis là, malheureusement, le COVID il est arrivé. Puis tout arrêté. Puis ça, c'était dur là, pour moi personnellement, mais aussi pour beaucoup de monde dans mon équipe. Là, on savait pas. On pensait qu'on allait perdre des joueurs ou on savait pas, personne ne savait ce qui allait se passer. Puis là, le repêchage a été réduit à juste 5 rondes. Puis nos 2 meilleurs lanceurs ils ont décidé de revenir. Puis on savait qu'on avait la meilleure équipe. Puis là, on a commencé la saison. Puis on était on était rank assez haut, mais on a commencé la saison assez mal. Ça s'est pas très, très bien passé. Et que comment ça marche, là, la ACC, il faut que tu gagnes les matchs de conférence, c'est vraiment important. Là. Puis on a gagné 4, 4 sur 16 les 20 premières parties. Non, les 18 premières parties. Non, les 16 premières parties, excuse-moi. On était 4-12. On était 4-12, puis notre coach il nous a dit que on était à Georgia Tech on avait perdu la première game, puis il nous a dit si vous ne gagnez pas les prochaines séries, ben vous retournez à la maison avant le mois de juin, ça c'est sûr. Puis on a puis on a tout gagné après. On a tout gagné nos séries, à part une, je pense. Puis on a fini la conférence à 18-18. C'était assez incroyable. Puis là, on a juste continué à monter. Puis là, on est ici. Fait que c'est assez incroyable. Mais tu sais, on savait qu'on pouvait gagner. On pouvait En tout tout cas, gagner. Marc-Antoine, moi, Marc-Antoine, je t'écoute depuis tantôt, puis écoute, j'en ai un peu des frissons parce que tu as raconté ça là, d'un bout à l'autre, c'était extraordinaire. Tu sais, l'appel de Greg Hamilton, ton rêve d'aller avec l'équipe canadienne junior. Tu sais, je veux dire, c'est une belle histoire. Là. Je suis content que tu la racontes parce que c'est vraiment une belle histoire que tu as. Puis écoute, je sais que le temps file un peu, mais j'aimerais ça que tu te décrives un peu comme joueur rapidement. Bon, tu es un voltigeur, on le sait. Puis quelle est la suite après? Parce qu'on évidemment, bon, tout se passe en ce moment. Là, je sais que ta concentration est pour le match de ce soir, mais personnellement, toi, juste te décrire un peu, puis c'est quoi la suite après? Là? Qu'est-ce qui t'attend là, dans les prochains mois, prochaines semaines? Ben, me décrire un peu. Moi, mon rôle, il a changé beaucoup là, depuis mon junior college. Tu sais, au junior college,
je frappais beaucoup, je frappais des circuits, des trucs comme ça. Puis je frappais quatrième ma deuxième année au junior college. Puis quand je suis arrivé ici, ben on m'a dit mon rôle. Ils décrivent ça un scrap hitter. Là. Je sais pas si Ouais, vous ouais, ouais. savez le terme. Là. Ça veut dire comme un gars. Tu sais, moi je suis rapide. Là. Je suis On voulait rapide. exploiter Je ta suis un vitesse. voltigeur. Ouais, exactement. Puis ils m'ont dit on veut que tu te rendes ses buts. Puis ça a toujours été mon rôle ça avant aussi. Puis tu sais, j'avais aucun problème avec ça. Puis j'ai ils m'ont dit qu'ils voulaient que je sois juste un scrap hitter, puis que je me batte là, puisqu'ils savaient, ils m'ont toujours dit qu'une des raisons pourquoi j'ai été recruté ici, c'est parce que j'avais un mental toughness là, genre que j'étais un gars tough à cause que j'étais un gars du junior college, puis que les gars ici n'avaient pas vécu des affaires comme j'ai vécu, puis il parlait toujours de ma vie avant d'aller au junior college, comment il savait que ma vie personnelle était aussi dure en tant que telle, puis il savait que j'étais un tough guy, puis ils m'ont toujours dit qu'ils veulent genre ils veulent voir ça, qu'ils voient ça quand je suis dans je frappe, des trucs comme ça, tu sais, j'essaie toujours genre, tu sais, avec deux prises, t'essaies toujours de te battre puis de mettre la balle en jeu. Puis c'était ça mon rôle, essayer de me rendre sur les buts, voler des buts, des trucs comme ça. Puis l'année passée, je l'ai fait très bien. Tu sais, mais je frappais quatrième pareil l'année passée, même ici, je frappais au quatrième, ouais, je frappais au Go. quatrième rang quand même. Puis je m'attendais pas à ça. Tu sais, je devais être je devais être le seul aux États-Unis comme quatrième frappeur qui avait pas encore de circuit, mais ça me dérangeait pas trop. Je me faisais pas striker vraiment non plus. Fait que tu sais, c'était pas pire. Puis mais tu sais, pour la suite, je sais pas encore, je sais pas ce qui va se passer. Là, tu sais, là, j'essaie vraiment d'enjoy d'être ici. Exact. Puis ouais, Mhm. j'apprécie vraiment tu sais, c'est un rêve là, avant d'aller à l'université, je suivais là, le baseball, la NCAA, des trucs comme ça, puis je regardais les séries mondiales quand je pouvais, mais j'ai jamais, tu sais, les gens au Québec, c'est c'est peut-être plus dur d'avoir ça comme un rêve, là. Je sais pas comment, Mhm. parce qu'on voit pas vraiment ça, on vit pas le baseball de la NCAA comme eux ici ils vivent, mais depuis que je suis ici, c'est vraiment, c'est vraiment gros, là, pour vrai. Mhm. C'est incroyable. Puis la chance que j'ai d'être ici, puis tu sais, de pouvoir être ici devant 22, on avait 22 000 personnes à notre première game. Wow. C'est vraiment incroyable. Ça donne des frissons juste d'être là, puis des trucs comme ça. Puis juste d'avoir la chance de jouer sur le terrain qu'on joue présentement, c'est incroyable pour vrai. Puis je suis vraiment, je sais pas encore ce qui va se passer par la suite. J'ai pas décidé encore, puis on verra. Mais Ouais. ouais. Fait que, Marc-Antoine, j'ai une question à te poser. Là, c'est le gars qui a regardé des ouais. chiffres là, qui a des questions à te poser. En passant, ton parcours ressemble un petit peu à celui de Marc quand on a demandé à un joueur de changer son style. J'ai tout de suite fait le lien. Je suis convaincu que Marc, c'était la même chose. Pour peut-être te relancer là-dessus tantôt. Mais moi, ce que j'ai remarqué quand j'ai vu, tu as joué moins cette année, malgré tout, Ouais. tu as une très bonne moyenne de présence sur les buts. Je regardais ça, tu es quand même troisième cette année au sein de l'équipe et c'est quelque chose que les recruteurs regardent beaucoup, ta capacité de te rendre sur les buts avec des coups sûrs ou des buts sur balle. Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel ou c'est quelque chose sur lequel on t'a demandé de travailler de façon spécifique? Ben, tu sais, tu sais, je commençais l'année passée, j'ai joué toutes les games, puis au début, je frappais au deuxième rang. Puis mon équipe allait vraiment mal, là, tu sais, c'était pas très. Mais tu sais, j'étais pas si pire. Au début, j'étais dans ceux qui étaient bons quand même.
on était 2-3 dans mon équipe qui se rendaient sur les buts, qui frappaient, puis j'en faisais partie, puis il y a une série que ça a pas très bien été. Je pense que c'est la troisième série de conférence. Ça a pas très bien été pour moi. Puis je pense que je suis allé quelque chose comme 0 en 7 avec 7 strikeouts. C'était pas très bon, mais tu sais, c'est pas grave, là, ça arrive. Puis j'avais parlé à mon coach, puis il savait ce que je pouvais faire, puis il m'avait parlé, puis blabla, puis tu sais, je disais là, ça arrive des trucs comme ça, puis ça va se replacer. Mais le truc avec le COVID, c'est que tu sais, il faut penser que, faut savoir que il y a beaucoup d'équipes comme ça aussi, mais nous, tout le monde en est revenu. Puis là, tu sais, t'as des premières années qui arrivent aussi. Fait que t'as beaucoup de joueurs qui peuvent jouer. Tu Ouais. sais, on n'est pas genre les gars qui jouent sur notre banc. Genre, tu sais, moi, là, j'ai perdu mon poste de régulier. Là. Mhm. Mais tu sais, tous les gars sur notre banc de mon équipe pourraient jouer sur d'autres équipes. Ouais. Genre régulièrement, ça c'est sûr à 100%. Puis il y a beaucoup d'équipes comme ça aussi, mais c'est le fait que tu sais, j'ai eu la chance quand même de jouer un peu. Là. J'ai pas tu sais, Ouais. je sais même pas, j'ai même pas regardé mes statistiques ou des trucs comme ça, là, mais tu sais, moi je frappais on avait vu que moi je suis un gaucher, puis on avait un droitier aussi. Fait qu'on on changeait nos rôles. C'est moi je frappais contre les droitiers, puis lui il frappait contre les gauchers, puis des trucs comme ça. Puis ben, vers la fin de l'année, euh, moi ça allait quand même très bien, là, mais vers la fin de l'année. Mais quand on est arrivé au tournoi de conférence, le, lui qui frappait contre les gauchers, ben, il s'est mis à frapper hors de l'ordinaire. Là. Il s'est mis à frapper des circuits. Je pense qu'il est rendu à 6, mais juste dans le tournoi, juste dans la fin de saison, juste dans les playoffs. Là. Fait que ben lui, il a continué à jouer, puis c'est bien correct, là, je comprends ça, puis ça c'est des choses qui arrivent. Puis puis on a eu une première année, la première année qui est arrivée cette année. C'est vraiment dur de jouer en tant que première année quand tu es à l'université, mais lui, c'est notre meilleur frappeur. Là. Il frappe, Ouais. en haut de 320, je crois. Là. Carl Till, son nom, puis il est vraiment bon. Mais Écoute, ouais. c'est drôle, Marc-Antoine, que tu nommes ce gars-là. Juste une petite parenthèse, c'est que son père, Garrett Thiel, j'ai joué avec. Juste pour voir que la relation, des fois, là, ça va assez rapidement. Là, mais si tu vois le père de Kyle, tu diras que tu parleras de moi, là, tu vas voir il va faire un large sourire. Mais écoute, mais je trouve ça fantastique ce que tu racontes. Puis je suis content qu'on puisse t'entendre. Je l'ai répété tantôt, mais tu vois là, que, bon, tu es au College World Series, mais que la route n'a pas été facile. Il faut que tu travailles fort, tu as changé de style. Écoute, c'est drôle, hein, mais je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Ouais. Moi aussi, j'étais un petit voltigeur de centre qui courait vite, puis qu'on me dit, il fallait que tu le connais pas, mais à l'époque, Brett Butler était un premier frappeur des Dodgers, puis tout ce qu'il faisait, c'est de frapper la balle au sol, au champ gauche. Puis on m'avait dit, toi, cours, puis ah ouais, cours, puis vole des buts, puis marque des. Fait que, tu sais, je me reconnais beaucoup en toi. Je trouve ça merveilleux ce que tu racontes, puis je trouve ça hyper motivant pour les jeunes actuellement qui ont 15, 16, 17, puis un peu les mêmes rêves que toi d'aller jouer dans des collèges américains, peut-être même signer professionnel un jour. Je te félicite, Marc-Antoine. On ne se connaît pas personnellement, mais évidemment, on te suit de loin, mais je suis content qu'on puisse avoir la chance de se parler, puis que tu nous racontes ça, puis je le sens dans tes paroles que ce que tu racontes, tu l'as vécu à 100%, puis je te souhaite de continuer à vivre, puis comme tu l'as dit, de profiter de ce moment-là. Il y a très, très peu de Québécois qui ont pu participer au College World Series. Alors, gobe ça pour tout le monde qui veut être là, puis honnêtement, Ouais. je te souhaite la meilleure des chances pour la suite, mon homme. Ben, merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Ouais. Et juste pour terminer, vous avez un gros match ce soir. Et, si vous Ouais. gagnez, vous avancez pratiquement en finale. Là.
Ouais, c'est dur. C'est dur de perdre. Si tu perds, Mhm. t'es pas dans la bonne voie, mais tu sais, c'est pas impossible non plus. Là, mais nous, on l'a fait. C'est la même. De la manière que ça marche le World Series, c'est la même. C'est pareil que les Regionals. Fait que c'est 4 équipes. Fait que là, on est quatre Ouais. dans les deux poules. Puis on a gagné notre première game la dernière la dernière partie. Fait que là, on est dans le pool des gagnants. Alors, si on gagne ce soir, on va jouer vendredi. Puis l'équipe qu'on va jouer contre, si on gagne, va devoir nous battre 2 fois pour Ouais. avancer à la finale. Fait que ouais, Ah si on ouais. gagne, on va être en demi-finale. Fait que perdre, c'est dur parce qu'il faut que tu joues trois matchs de plus, là. Fait que c'est dur avec les lanceurs, mais nous, on a vraiment, on a sûrement le meilleur pitching staff là, du pays. Là. Je pense que c'est nous Ouais. qui a le meilleur. Là. C'est vraiment, on a vraiment un pitching staff deep. Là. On a beaucoup de lanceurs. Puis c'est pour ça qu'on a réussi à se sortir des regional puis super regional là, parce qu'on a Mm. perdu la première game les 2 fois. Puis ça a l'air il y a juste 8% des équipes qui perdent la première partie puis qui gagnent Ouais. le tournoi après. Fait que Mhm. on va voir, mais oui, ce serait le best, ce serait de gagner ce soir. Ouais. Mm. Ouais. On serait en Mais, bonne mesure, ouais. ouais. Mais Marc-Antoine, c'est sûr qu'on va se tenir au courant de ce qui va se passer au cours de cette série mondiale. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler alors qu'il y a un match ce soir. On vous souhaite la meilleure des chances et comme Marc l'a raconté, c'est sûr qu'on va vous suivre d'ici la fin du tournoi. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Merci, Bonne Marc. chance. Ben écoute, Marc, écoute, ce ne sera pas facile. Il y a Vanderbilt, entre autres, qui est probablement la puissance du baseball depuis 4-5 ans, qui est encore là et qui est parmi les équipes favorites. Vanderbilt, juste pour vous dire, il y a quelques années, on avait au sein de la même équipe Walker Bueller, on avait Brian Reynolds, on avait Dansby Swanson. Et je suis convaincu que dans 4-5 ans, on va parler de Vanderbilt de ces années-ci, puis on va se dire, ben, il y avait tel joueur avec cette équipe-là. Là. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais le fait d'être là, puis Ah Kyle ouais. Peel, c'est drôle qu'il le mentionne parce que Ouais. moi, je le suis via mon ancien coéquipier Garrett Hill, mais il est bien fait de son fils, mais c'est vrai que c'est un joueur à surveiller au cours des prochaines années. Alors, mais c'est très relevé, puis on en a déjà parlé un petit peu, Alain, là, lorsqu'on fait nos reportages, mais je pense, en fait, je suis convaincu que le calibre de cette série Ah ouais. mondiale-là est en nette augmentation là, Ah par oui. rapport à ce qu'on a vu dans les années passées. Donc, de se retrouver là, c'est fantastique pour Marc-Antoine et son Ouais. université, évidemment. Bon, parlant de jeunes qui s'illustrent, on va parler de Wander Franco maintenant. Là, c'est dans le baseball majeur. Va faire ses débuts Ouais. ce soir contre les Red Sox de Boston. Puis, écoute, c'est probablement le prospect dont on a le plus parlé depuis l'arrivée de Vladimir Guerrero il y a 2 ans avec les Blue Jays. En fait, quand Vladimir est monté éventuellement, bon, il y a eu Fernando Tatis pendant une brève période qui a été considéré comme le prospect numéro 1, mais tout de suite après, c'était Wander Franco. Puis en cause de la COVID, il est là depuis 2 ans. C'est pas de mauvaise chose. Il est très, très bon. Là, il s'en va avec une équipe, par contre, qui est première. Il ne s'en va pas avec une équipe en reconstruction. Donc, les attentes sont élevées à plus d'un égard dans le cas de Wander Franco. Et en plus, il arrive où son équipe en a perdu 6 de suite. Alors, il arrive effectivement, dans un moment où. Mais vous savez, c'est la raison aussi pour laquelle on l'a laissé dans les rangs mineurs cette année. On ne l'a pas rappelé au mois d'avril. On le voulait qu'il ait un certain nombre. Il a presque atteint là, le 1000 présences au bâton. Euh, c'est ce qu'on veut pour un jeune. Il n'a que 20 ans, il ne faut pas l'oublier. Alors, on voulait qu'il prenne cette expérience-là parce que on raffole évidemment des succès de Vladimir Guerrero Jr. Il a 22 Ouais. ans. C'est de le faire ça à 22 ans, c'est extraordinaire. On a Franco a 20 ans. Alors, tu as beau avoir toutes les habiletés baseball, l'aspect mental, tu le sais, Alain, c'est pas facile d'arriver. Qu'est-ce qui arrive si jamais il commence la saison 0 en 20 ou il commence la saison 10 en 20? C'est deux mondes. Alors, mais les Rays savent très bien comment gérer ça. On sait qu'au fil des années, on en rappelle des jeunes, on se fie aux jeunes. On est bâti pour amener des jeunes de cette façon-là. Donc,
Ça m'inquiète beaucoup moins dans le cas de Wander Franco. Très hâte de le voir jouer. Un gars qui a très peu de retrait sur des prises, pas tant de buts sur balle, donc beaucoup de balles en jeu. De toute évidence, une coordination main-œil exceptionnelle. Un joueur d'arrêt court, mais qui a été capable de jouer au troisième et au deuxième. Donc, j'ai hâte de voir comment on va voir l'utilisation de Wander Franco. Mais chose certaine, la planète baseball va suivre le match de ce soir pour voir les débuts de Wander Franco. C'est le fun, c'est rafraîchissant. Il y a beaucoup de bons jeunes dans le baseball d'aujourd'hui. On en ajoute un autre dans Wander Franco. J'ai lu bon profil sur le site du baseball majeur sur Wander Franco. Il a eu une séquence cette saison de sentir de suite où il n'y a pas eu un seul élan dans le vide. De sa coordination main-œil, là, et Ah ouais, dans le baseball d'aujourd'hui, c'est tout à fait exceptionnel. Et moi, la question que je te pose, il a été bien entouré dans le sens où, c'est deux oncles qui ont joué dans le baseball majeur, dont Eric Aybar, qui a joué pendant plusieurs années avec les Angels, qui était un très bon joueur d'arrêt court, et un de ses voisins où il habite en République dominicaine. C'est un joueur qu'on a vu pas plus tard qu'hier dans le match qu'on a fait entre les Indiens de Cleveland et les Cubs de Chicago. C'est José Ramirez. D'avoir été en contact avec des joueurs qui ont du vécu comme ça, Marc, est-ce que ça peut mieux le préparer à ce qui s'en vient avec les Rays? Ça n'a pas de prix, Alain. Mais combien de fois je te mentionnais, bon, exemple, on parle de Vladimir Guerrero Junior tout à l'heure, je mentionnais lorsque il était avec les Blue Jays, j'aurais aimé ça qu'un Edwin Encarnacion s'assoie à côté. Bon, là, vous allez dire, Vladimir avait son père à qui jaser, là. C'est clair que ça c'est un avantage. Mais de parler à un vétéran, de parler à quelqu'un qui joue dans le baseball majeur, ça n'a pas de prix parce que, je l'ai mentionné, l'aspect préparation, l'aspect mental, l'aspect échec. Parce qu'évidemment, tu échoues 7 fois sur 10 puis tu es bon. Alors, l'aspect attente versus les rendements qui n'atteignent pas ces attentes-là. Alors, souvent, un gars qui a joué, qui est capable de préparer un jeune à ce niveau-là, honnêtement, ça n'a pas de prix. Ça donne une maturité additionnelle aux jeunes de pouvoir composer avec, bon, cette pression-là, c'est comme tous les aspects que je viens de mentionner. Donc, oui, ça peut aider. Ça ne peut pas nuire, ça c'est certain, mais s'il est à l'écoute de ce que ces gars-là peuvent lui dire, c'est sûr qu'il va arriver avec un bagage d'outils déjà pas mal plus intéressant qu'un jeune qui n'a pas accès, par exemple, à parler à ce monde-là. Donc, c'est pour ça que moi, je suis convaincu qu'une bonne équipe entoure ces jeunes de quelques vétérans pour ces gars-là grandissent tellement plus vite. Tandis que si tu apprends sur le tas constamment, c'est pas mauvais, mais ça va prendre plus de temps avant d'atteindre un certain niveau de jeu. Oui. Dernière question sur Wander Franco. Les Rays ont une tendance à utiliser leurs joueurs à leur façon, les placer dans des situations qui les favorisent. Des gars qui jouent à tous les jours, il n'y en a pas beaucoup chez les Rays. Il y a probablement à Rosarena, puis c'est à peu près tout. Est-ce que Franco va avoir le droit au même traitement chez les Rays où il est là pour jouer tous les jours? Écoute, à première vue, je vous dirais qu'il est là pour jouer tous les jours, mais c'est pas impossible, évidemment, qu'il rentre dans le moule aussi. Puis ça peut pas nuire parfois, parce que bon, il commence contre les Red Sox. C'était quand même une grosse machine, les Red Sox, grosse visibilité, une équipe de la même division qui est tout près des Rays. On rentre déjà dans un match important. Mais écoute, tu sais, on va y aller au jour le jour. Puis c'est à peu près ce que les Rays font de toute façon. Tu le sais, là, c'est une formation partante différente pratiquement tous les jours. Donc, c'est un peu dans ce cas-ci, mais on va lui donner la chance de se faire valoir rapidement. Je pense pas qu'on va le faire jouer une fois par semaine. Là. Il est là pour jouer. Si c'était le cas, on ne l'aurait pas rappelé tout de suite. Alors, on va voir Wander Franco dans la formation, certainement au cours de la semaine, tous les jours, et par la suite, il y aura un ajustement. Oui, ça va peut-être faire du bien aux Rays, justement, là, qui viennent de passer une mauvaise semaine. Exact. Hier, lundi, c'était le début des inspections de la part des arbitres dans le baseball majeur. Ça s'est fait de façon assez discrète. Oui, on l'a noté, et quand je dis discrète, c'est qu'on n'est pas arrivé au monticule avant le premier lancer. Puis on a attendu la première manche. Dans la plupart des matchs qui ont été joués, ça s'est fait sans heure dans la plupart des cas. Sans pas retarder le match, au moins, Marc, je peux lever mon chapeau au baseball majeur. Je ne te dis pas que c'est correct de la façon que ça a été fait, mais au moins, on ne dérange pas la façon dont le match s'est déroulé. Et je veux quand même, le baseball majeur n'a pas été parfait là, dans sa façon de faire des choses.
à cet égard depuis plusieurs années. Mais au moins, dans ce cas-ci, on s'est organisé pour que ça se fasse sans trop déranger la façon dont le match se déroule. Oui, mais par contre, la question que je te pose, parce que là, de toute évidence, la tendance était de le faire après la première manche pour les lanceurs Mhm, partants. Ça a été le même d'à peu près dans tous les matchs. Bon, tu sais que les gens aiment contourner les règles. Est-ce qu'après la première manche, on dit, bon, c'est fait, j'ai été inspecté. Est-ce que je peux, à ce moment-là, avoir la possibilité de... Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que je pourrais mettre mhm, quelque chose dans ma casquette après la première manche? Bon, tout ce que je veux dire, c'est que ça reste à voir. Je pense que c'est un processus qu'on va étudier tout au long des mhm, prochaines semaines, évidemment, savoir, bon, est-ce que les releveurs vont avoir droit à ce traitement aussi? On n'a mhm, pas vu hier des releveurs avoir ce traitement. Donc, oui, on va dire c'est correct dans le baseball majeur. On n'est pas allé au monticule. On a attendu que le joueur quitte le monticule et soit proche de l'abri. Mais je suis encore convaincu que ça n'a pas été la bonne chose de le faire en pleine saison. mhm. Je sais qu'on tente de le faire le mieux possible, mais je crois quand même qu'il y a un impact à tout ça. Là, tu vas dire que Jacob deGrom, ça n'a pas paru. Puis c'est vrai, là, il y a des lanceurs qui ont eu de très bonnes sorties hier. Mais il y a quand même un impact avec tout ça et j'aurais aimé qu'on l'applique en début de saison. Ceci étant dit, c'est fait pour passer à autre chose. Alors, faisons les choses de la bonne façon. Mais comme je l'ai dit, il y a toujours quelqu'un qui trouve le moyen de contourner. Et c'est là que je pense que le baseball majeur devra s'ajuster. Est-ce qu'on le fait en Mhm. première? Est-ce qu'on le fait en deuxième? Il ne faut pas tomber dans les habitudes parce que c'est là que les joueurs vont pouvoir peut-être tenter autre chose à ce moment-là. Oui, et écoute, dans le cadre de ces inspections, le gérant peut le demander pour un lanceur adverse. Et bon, il y avait une entente tacite où, je ne demanderai pas d'examiner ton lanceur, tu ne demanderas pas d'examiner le mien. Mais semble-t-il que là, on est en train de jeter ça aux poubelles. Il y a quelques journalistes qui ont fait des enquêtes et il y a des gérants qui disent non, moi, c'est dommage, mais si je soupçonne un lanceur adverse dans un match serré, je vais y aller au monticule. Je vais y aller demander l'inspection. Bon, et alors c'est peut-être ça que le baseball veut, effectivement. Et Mhm, par la suite, faut pas oublier là, que bon, non seulement le joueur est suspendu, mais mhm. et peut pas être remplacé dans la formation. Ouais, Mais le baseball s'est laissé une porte ouverte en disant qu'il se peut aussi que des membres de l'organisation. Donc, si on sait, par exemple, ouais. que bon, l'instructeur des lanceurs, là, je dis n'importe quoi, l'instructeur des lanceurs était au courant, ou on sait même, tu sais, on peut descendre un petit peu plus loin dans l'organisation. On veut que les joueurs, non seulement les joueurs, mais que les organisations soient responsables. Je pense qu'on a appris du scandale des vols de signaux avec les Astros où c'est aperçu que peut-être qu'il y avait plus de monde qui le savait dans l'organisation. Alors, il faut que tout le monde devienne un peu plus responsable dans ça. Et reste à voir, Alain, qui sera le premier gérant qui va lever la main, qui va dire hey, moi, là, en cinquième manche, là, lui, là, Trevor Bauer, checkez-le un petit peu. Euh, ça peut créer quelque chose là, je sais pas, qui serait peut-être pas Ouais, nécessairement de la bonne nouvelle, mais on verra ce que ça va donner. Chose certaine, le baseball majeur est très sérieux ouais. de vouloir enrayer ce problème-là. Bon, dernier sujet, on va parler des Blue Jays de Toronto. Il y a des choses qui se sont passées au cours des dernières semaines, certaines positives, d'autres moins. Et qu'on a acquis, Jacob Barnes des Mets de New York. Semble-t-il que John Axford, c'est sur le point d'être fait. Lui qui était analyste à la télé, mais qui a quand même lancé lors du tournoi de qualification olympique. Il était un des releveurs au sein de cette équipe-là. Et visiblement, il y a quelqu'un qui a appelé les Blue Jays pour dire, ben, Axford est capable encore de vous aider. Euh, ce sont des solutions de dernier recours, ça, Marc? Ben, écoute, c'est sûr que présentement, Alain, va dans le marché, là, il n'y en a pas de releveurs intéressants qui sont. Tu sais, il y a Rodriguez peut-être avec les Pirates de Pittsburgh, mais je suis convaincu qu'il Ouais. y a à peu près 20 équipes qui ont appelé pour lui. Il y a peut-être Kennedy avec les Royals, mais il n'y en a pas une tonne. Alors, est-ce que peut-être, puis j'ai entendu une analyse intéressante, c'est que peut-être que si on va chercher un autre lanceur partant qui pourrait être peut-être plus facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de releveurs, est-ce qu'à ce moment-là, ça peut décaler? Est-ce que Nate Pearson, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre en relève? Je sais que Stripling va beaucoup mieux, mais à un moment donné, on s'est dit, bon, est-ce que Stripling pourrait pas être mieux en relève, lui aussi? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il y a Ouais. peut-être une autre solution
au lieu d'aller absolument focuser sur un releveur, mais chose certaine, il faut que les Blue Jays comblent cette lacune-là. On est en train, on approche la mi-saison, on a déjà perdu, on pourrait facilement compter 4 à 5 matchs contre des équipes de notre division. Là, Ouais. je parle des Red Sox, je parle des Yankees, je parle même des Rays. On a perdu ces matchs-là parce qu'on n'avait pas cette profondeur-là au niveau de la relève. Il faut combler ce problème-là. Il n'y a pas de doute. Alors, Axford, Barnes, c'est des gars on amène des bras, on essaie de trouver une solution, mais je pense qu'il va falloir trouver une solution un peu plus stable à ce niveau-là. Et peut-être que cette solution-là est à l'interne si on va chercher, par exemple, un lanceur partant éventuellement. Alors, je sais que les Blue Jays ne sont pas la seule équipe, Alain, qui ont ce problème-là en relève. Alors, ceux qui ont à échanger des releveurs actuellement, le prix à payer va être assez, assez cher, merci. Oui, question d'offre et de demande. C'est une loi économique de base. Toujours chez les Blue Jays, tu as parlé de Ross Stripling tantôt. Écoute, tu as parlé des matchs serrés qu'on perd. Éventuellement, il y a de la frustration qui s'accumule Ouais. inévitablement. Puis là, Ross Stripling s'en est pris. Façon de parler, mais après une erreur de Joe Panic, a fait connaître de façon pas très subtile son mécontentement. S'est excusé par la suite. Moi, je me rappelle d'avoir été témoin de certains événements du genre. Je me souviens de Mark Langston envers Rex Hudler. C'était avec les Angels. Même s'ils ont joué ensemble avec les Expos, c'était avec les Angels. C'était un match éliminatoire. Je ne sais pas si tu te rappelles, Marc, mais c'était en 95. Langston Ouais. lançait un bon match. C'était un match en lendemain. Là. Le gagnant s'en allait en série et l'autre était éliminé. Dommage pour Langston, mais il n'y avait pas de chance parce que l'autre bord, il y avait un Randy Johnson qui ne voulait rien savoir et qui n'a rien accordé du match. Là. Mais ceci Ouais. étant dit, Hudler avait commis une erreur qui avait permis aux Mariners, qui avaient une très bonne attaque, d'ouvrir les écluses et de gagner. Et Langston, honnêtement, devant tout le monde, s'en était pris à Rex Hudler, l'engueulant comme du poisson pourri. Je suis mal à l'aise, moi, avec ce genre de réaction-là, qui est connu en plus. Je ne dis pas que c'est mieux de le faire derrière les portes closes. C'est juste que le niveau de frustration doit être drôlement élevé chez les Jays. Et Stripling a bien décrit la chose. Premièrement, il s'est excusé, tu l'as dit, là, il s'est Oui. excusé non seulement à Panic, mais publiquement. Et il l'a dit lui-même. Il dit c'est la pire insulte qu'on peut faire à un coéquipier. C'est vrai. Mm-hmm. Je veux dire, le coéquipier n'a pas. C'est comme un gars qui commet une erreur. Là. Tu le sais que tu as commis une erreur. Tu n'as pas besoin. Oui. Probablement, la foule va te le rappeler, là, dépendant si tu joues à domicile ou à l'étranger. Tu n'as pas besoin de rentrer à l'abri puis qu'un coach vienne te voir et dire hey, non, non, on le sait. Alors qu'un joueur le démontre, c'est sûr qu'il a dû avoir un froid entre les deux, même si Ross Stripling s'est excusé. Je pense que Stripling a fait les bonnes choses. Il a commis une erreur, il est allé s'excuser publiquement, comme j'ai dit, et aussi à Panic. Mais il reste quelque chose. Il y a une cicatrice avec ça, c'est fatigant. J'espère que Stripling, lorsqu'il a dit, c'est la première et dernière fois que ça va arriver. Mais c'est la pire insulte. C'est la pire Mm-hmm. insulte parce que là, bon, évidemment, surtout dans le baseball d'aujourd'hui, les matchs sont tous télévisés, les caméras, il y en a pas mal, tout le monde a son téléphone. Il n'y a rien qu'on peut laisser au hasard. Mais écoute, je pense qu'à Joe Panic, en bon professionnel, a accepté les excuses et on a lavé ça puis on est passé à autre chose. Mais il faut apprendre de ça. Oui. Il faut apprendre Ouais. de ça. On se souvient encore de Langston, ça fait quand même près de 25-30 ans. Là. Donc, Ouais. c'est des choses qu'il faut faire attention. Ça fait partie, lorsque tu deviens un joueur professionnel surtout, c'est non. C'est non, c'est carrément non. Tout le monde commet des erreurs. Personne n'est parfait. Alors, tu ne peux pas blâmer quelqu'un qui commet une erreur. Mm-hmm. Moi, je me souviendrai toujours, je raconte une histoire rapidement, mais tu sais, même il y a des joueurs à position qui vont dire à un lanceur hey, lance des prises. Qu'est-ce que le lanceur il est là pour faire? Là? Le lanceur il est là pour lancer des prises. À un moment donné, j'ai un instructeur de lanceur qui, à un moment donné, un des joueurs qui était très vocal à ce niveau-là, qui n'arrêtait pas de dire à ses lanceurs lance des prises, lance des prises. À un moment donné, ce frappeur-là se fait retirer sur des prises. Et l'instructeur des lanceurs qui dit hey, fais donc contact! Là, le frappeur était resté surpris. Il a dit ben quoi, si tu donnes à mes lanceurs de lancer des prises, ben moi, je vais te dire de faire contact. Alors, tu vois que il faut faire attention lorsqu'on est sur un terrain, lorsqu'on agit. On ne peut pas dire n'importe quoi, mais il ne faut surtout pas agir dans ce cas-ci. Alors, j'espère qu'il y a une leçon qui a été tirée de ça du côté des Blue Jays et en général dans le baseball pour pas que ça se répète. Bon, dernière chose chez les Blue Jays, on a vu en fait, depuis le début de la saison, des jeux, que ce soit en défense ou sur les sentiers,
c'était pas très joli et je pense qu'on a vu le comble dans un triple jeu réalisé en première manche d'un match contre les Yankees de New York au cours de la dernière semaine. Coureur au deuxième et au troisième, c'est le début du match. On le sait, les Yankees de New York, s'ils ne marquent pas en début de match, sont plus vulnérables, surtout quand ils jouent à domicile. Là, tu as un coureur au deuxième, au troisième, pas de retrait. Tu commences le match de cette façon-là. Et là, ça se termine par un triple jeu sans que les Blue Jays marquent un point. Ils ne sont jamais revenus dans le match par la suite. Que Charlie Montoyo, son poste est en danger. Bon, premièrement, c'est pas la faute à Montoyo si on compte tout croche à ce niveau-là. Là. Bon, je veux dire, le jeu en particulier, Alain, c'est des choses qui arrivent avec une jeune équipe. Tu sais, je regarde la course de Beau Bichette. Bon, en fait, toutes les courses étaient blâmées aux presses, mais celle de Bichette me Oui. semblait pire. C'est des choses qui vont arriver avec une jeune équipe, malheureusement. Dans le cas de Montoyo, c'est sûr que là, il y a des critiques. C'est surtout la façon dont il gère ses releveurs, ou en tout cas les lanceurs qui tentent de lancer après les partants, parce qu'il y Ouais. en a que ça a été plus difficile. Mais écoute, Montoyo, tu vois, là, c'est un gars extrêmement positif. Il essaie toujours de balayer les problèmes, il essaie toujours de dire c'est une jeune équipe, ça va aller. Puis je pense que un gérant aujourd'hui, Alain, c'est un peu un porte-parole. Je ne veux pas être méchant, là, mais Non, non. il y a des décisions qui sont prises au deuxième étage. Ouais. On a moins le contrôle. Alors, un gérant aujourd'hui dans le baseball, ben, c'est justement de contrôler l'environnement dans le vestiaire, dans l'abri. Qu'est-ce qui se passe? De garder un bon niveau d'énergie. Je pense pas que c'est une lacune chez les Blue Jays. Je pense qu'ils semblent avoir un bon esprit d'équipe, mais ton évaluation reste victoire ou défaite. Et ce que les gens aiment un petit peu moins, c'est que tu as l'impression que dans ce moment, dans le cas de Charlie Montoyo, c'est qu'il s'arrange pour ne pas perdre au lieu de s'arranger pour gagner absolument. Et ça fatigue bien du monde. Il y a eu des commentaires. À un moment donné, on a perdu un match qu'on aurait dû gagner. On menait en tard dans le match. On a perdu la relève qui a échoué. Et Montoyo de répondre, ben écoute, on a gagné quand même 2 sur 3. Là. Et là, des gens disaient, oui, mais c'est bien beau que tu as gagné 2 premiers matchs, mais est-ce que tu peux quand même trouver la solution pour gagner ce troisième match-là? Absolument, Ouais. parce qu'on sait que dans la division S de la Ligue américaine, c'est pas évident. Alors, il y en a qui on a été chatouillés par des propos de la sorte en disant, hey, dans le baseball d'aujourd'hui, Alain, c'est plus vrai de dire, on est au mois d'avril, la saison est longue, Ouais. c'est trop serré. Les joueurs, les équipes qui se retrouvent dans le carré d'as à la fin de l'année ou les équipes repêchées, c'est trop. Une victoire va faire la différence. Alors, il faut donner de l'importance aux victoires du mois d'avril et du mois de mai. Alors, son attitude a peut-être chatouillé un peu de monde à ce niveau-là, mais ça reste que si les Blue Jays ne se maintiennent pas dans la course, oui, le poste de Montoyo devient vulnérable à ce niveau-là. Mais comme j'ai souvent mentionné, je joue 500 au moins en première tranche du calendrier, première moitié. Et après ça, ben, tu as le retour de Springer, puis tu as peut-être, même si on ne manque pas d'attaque, là, mais et si jamais tu vas chercher un releveur ou une solution, tu vas te maintenir pas si pire, tu peux causer une surprise. Alors, pour l'instant, il n'y a pas lieu de paniquer avec les Blue Jays, mais oui, il faut courir mieux. Il faut que l'expérience qu'on acquiert en ce moment des jeunes joueurs, ben, ça paraisse en deuxième moitié de saison. Oui. Ben écoute, oui. Il va falloir retourner la situation. Parce que comme tu le mentionnes, chaque victoire là est importante, d'autant plus qu'on est une lutte à 4 seulement dans cette section-là. Et il y a d'autres équipes qui courent. Là. Il y a 2 équipes en lutte dans la section centrale, puis dans la section ouest. Je pense que, dans le Exact. fond, pour les 4 places, là, je pense qu'on peut déjà réduire la lutte à 8 équipes. Donc, il y en a la moitié là, qui ne se rendront pas en série. Et les Blue Jays, présentement, feraient partie des équipes exclues. Enfin. Écoute, Marc, je vais te laisser. Je sais que tu as des engagements plus tard aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Mesdames, Messieurs, on vous souhaite une bonne semaine de baseball. Et on approche la mi-saison à grands pas. D'ailleurs, le match des étoiles, c'est Ouais. dans moins d'1 mois. Donc, ça passe très, très vite. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre compte complet. Portez-vous bien.